Bonjour, bienvenue dans L'écrin politique, la web-série qui tord le cou aux clichés. Aujourd'hui, je reçois Monsieur Luc Reynette, militant anticolonialiste et indépendantiste. Merci Monsieur Luc Reynette d'avoir accepté l'invitation dans L'écrin politique. Bonjour Kézar, Audrey, je suis content d'être avec vous. Monsieur Luc Reynette, vous avez fait vos études au Havre et à Paris. Vous avez été directeur de la société HLM jusqu'en 2006. Aujourd'hui, vous êtes directeur bénévole du Centre de préparation aux risques sismiques. Vous avez cofondé le GLA, qui est le groupe guadeloupéen de libération armée. Vous avez cofondé ça en 1980. En 1983, vous créez l'ARC, qui lutte pour l'indépendance de la Guyane, de la Martinique et de la Guadeloupe. En 1992, vous créez le CIPN, le Comité international des peuples noirs. Monsieur Luc Reynette, est-ce que tout ça est encore d'actualité? Alors, il faut préciser qu'aujourd'hui, j'ai 71 ans et que depuis l'âge de 10 ans, en 1950, date de ma naissance, j'ai pris l'option déterminante pour moi de l'indépendance, de la souveraineté de mon pays. Et à 10 ans, j'ai écrit un poème qui s'appelait « L'indépendance », justement, dans lequel je disais qu'ayant fait un rêve, ce rêve me montrait dans une rue de mon pays, enfin libéré, et qui avait vraiment une liesse populaire. Ce poème a été donc publié dans le journal des étudiants guadeloupéens de la GEG de l'époque, Association des étudiants guadeloupéens, qui s'appelait donc le Patriote guadeloupéen à l'époque. 2 ans plus tard, en 1962, je me retrouve en Algérie, qui est devenue indépendante. Mes parents sont enseignants tous les deux. Et là, plus encore qu'avant, je prends conscience que je suis donc moi-même colonisé. Et que mon devoir, et à 12 ans, j'étais précoce, c'était de contribuer à la libération non seulement de mon pays, mais de mon peuple au sens large. C'est-à-dire que j'ai pris conscience que j'étais un noir, un homme, enfin, un garçon, un homme noir. Et qu'à 12 ans, j'avais déjà connaissance de ce qui se passait aux États-Unis, notamment au regard par rapport à la ségrégation raciale, et aussi donc en Afrique du Sud avec l'apartheid. Et toute ma vie va être guidée par cette volonté de sortir du colonialisme et finalement d'accéder à la liberté. Et j'ai toujours ressenti une filiation entre mes ancêtres et moi-même, entre nos ancêtres et nous-mêmes. Et quand je dis ancêtres, je ne dis pas esclaves. Pourquoi? Je dis parce que je n'ai pas d'ancêtre esclave. Je dis à tous les Guadeloupéens, Martiniquais, Guyanais, nous n'avons pas d'ancêtres esclaves. Nos ancêtres étaient des Africains réduits en esclavage, ce qui n'est pas du tout la même chose. Donc le mot est très important. Le mot, il faut effectivement, je dirais, le changer, le mettre de côté. Alors c'est un processus long qui permet de comprendre que si en 1685, Colbert a mis en avant le Code noir, dans lequel nous étions désignés comme étant des meubles, hein, donc des objets, hein, eh bien, nous ne pouvons pas nous rentrer dans, je dirais, dans la philosophie donc, de ces colonialistes et dire que nous étions nous-mêmes esclaves, nous-mêmes meubles. C'est pourquoi je dis que mes parents, mes grands-parents et moi-même, nous n'avons jamais eu de lien avec ce terme esclave, mais avons été réduits en esclavage. Et pour preuve, je dirais que nos parents, nos grands-parents ont toujours combattu l'esclavage. J'en veux pour preuve ce qui s'est passé ici en 1802, avec effectivement la révolte d'Elgrès, d'Ignace et de centaines, voire de milliers de Guadeloupéens. Et lorsqu'en novembre 1803, nos frères haïtiens, qui étaient eux aussi de l'esclavage, ont battu l'armée de Napoléon à Versailles, c'était donc le 18 novembre 1803, est-ce que c'était des objets, des êtres meubles, ou bien des hommes et des femmes qui ont battu la plus grande armée du monde à l'époque, l'armée française? Non, c'était des hommes. Et donc, par respect pour eux, j'estime que nous devons changer effectivement de paradigme et désigner dans cette parole le concept afres, africain, réduit en esclavage, mais ne plus jamais accepter qu'on les nomme esclaves. Mais aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'il y a dans cette génération de jeunes l'envie d'indépendance? Je pense que l'indépendance est une notion qui sera toujours moderne. On ne peut pas dire que oui, ça se justifie en 1802 ou bien au début du siècle. Non. Jusqu'à ce que la Terre cesse d'exister, le concept de liberté doit être un concept moderne et, je dirais, d'actualité. Aujourd'hui, au moment où nous parlons, j'estime que vous, comme moi, nous ne sommes pas des êtres libres
dans la mesure que nous sommes dans un pays qui est sous tutelle de la France. Et vous savez très bien qu'aujourd'hui, rien ne se décide de fondamental sans l'accord du préfet, ou bien sans l'avis, ou bien la décision du préfet, ou du Premier ministre français, ou du président français. Ce n'est pas normal. De quel droit ces gens, ces Français, ces étrangers, s'octroient le droit de nous diriger? Est-ce que moi, je dois considérer que je ne suis pas capable de diriger ma famille? Si oui, eh bien, je suis capable, moi, maintenant, au niveau de la grande famille guadeloupéenne, nous sommes capables de nous diriger comme n'importe quel autre peuple. La preuve, c'est qu'à Barbade, tout près de nous, il y a un gouvernement barbadien. À côté, dans toutes les îles qui sont maintenant sorties de la colonisation, il y a des hommes et des femmes qui se dirigent eux-mêmes. Pourquoi devrions-nous être les derniers de la classe et ceux qui accepteraient la domination de l'autre? Je ne dis pas de l'homme blanc, hein, je ne suis pas raciste, de l'autre. Mais pourtant, l'Afrique du Nord, l'Afrique subsaharienne a réussi, enfin, s'est décolonisée, Haïti, décolonisée, et la Guadeloupe reste encore aujourd'hui un département français. Oui. Peut-être que la majorité des Guadeloupéens ne souhaitent pas l'indépendance. Peut-être aujourd'hui, mais de toute façon, pour moi, il y a un processus qui ne peut pas être arrêté. Nous n'avons pas été exempts de l'esclavage en même temps que nos voisins anglophones. Hein? Nous avons dû attendre 1848, donc très longtemps après les abolitions anglaises. Je veux dire que tôt ou tard, nous serons indépendants. Pour moi, c'est une certitude. Et je ne faut pas dire que parce que nous n'avons pas encore été, que nous ne le serons pas. C'est une logique que demain, nous soyons maîtres de notre destin. Pourtant, vous avez mené de nombreux combats. Oui. De nombreuses révoltes qui, à un moment, vous emmènent même à être emprisonné et à faire une évasion. Et aujourd'hui, ça n'a pas changé grand-chose à la condition de la Guadeloupe? Mais, je ne sais pas, est-ce qu'on doit examiner effectivement la situation d'aujourd'hui? On dit, vous avez entrepris une lutte armée à travers le GLA, parce que le GLA, c'est le groupe guadeloupéen de l'Union armée, qui a ensuite évolué avec, je dirais, une lutte non plus sur le sol guadeloupéen tout seul, mais sur le sol martiniquais, guyanais, guadeloupéen, et également français. C'est une évolution. C'est la première fois dans l'histoire de nos peuples colonisés qu'il y a donc, je dirais, une coordination de combat, de lutte armée contre le même occupant, l'occupant français. Ça, c'est une première. Il y a eu après le LKP, en 2009 d'ailleurs. Je signale que le concept de profitation, c'est moi qui l'ai proposé dans une réunion avec l'ensemble des syndicats. Le concept de profitation, c'est moi qui l'ai proposé, qui a donné LKP. D'accord? Donc, il y a des soubresauts. Le LKP n'a pas été jusqu'au bout de sa logique, parce que la logique devrait être quelque part la décolonisation. C'était avant tout une revendication sociale et économique. Demain, il y aura donc un autre type de manifestation qui ne sera pas forcément LKP, mais qui va aboutir, je dirais, à quoi nous aspirons, à la liberté. Je n'en doute pas. C'est ce qui donne un sens à ma vie. Donc, il ne faut pas partir sur une base défaitiste, dire, maintenant, tout est fini, et on accepte la domination française. Mais pourquoi vos enfants, mes enfants et leurs enfants devraient accepter d'être dirigés par des étrangers? Mais pourtant, la jeunesse guadeloupéenne part faire des études. Il y a eu d'ailleurs une organisation mise en place à un certain moment, ça s'appelait le Bumidom. Et les Guadeloupéens partent, les Martiniquais partent et ne reviennent pas. Ça, c'est le vrai drame. C'est-à-dire que nous, à notre époque, nous allions faire des études dans le but de revenir. Aujourd'hui, beaucoup d'étudiants qui vont en France ou bien au Canada, de plus en plus, eh bien, travaillent soit au Canada, soit en France, soit dans le reste du monde. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la priorité de l'emploi dans leur pays. Ça, c'est aussi un problème fondamental. Et pourquoi ils n'ont pas la priorité de l'emploi dans leur pays? Ils n'ont pas parce que nous ne sommes pas en mesure de disposer de nous-mêmes. Les grandes sociétés, qu'elles soient privées ou publiques, qui embauchent des critères qui sont les leurs, mais qui ne donnent pas la priorité à nos jeunes qui ont été formés, qui se sont formés à l'extérieur. Mais pourtant, nos politiques sont des Guadeloupéens, nos élus politiques sont des Guadeloupéens. Eh bien, on est tout à fait d'accord. Et c'est également notre constat, c'est-à-dire que nous n'avons pas ici de collectivités majeures. Nous avons des collectivités qui sont principales, conseil départemental, conseil régional, mais aucune collectivité n'a une compétence régalienne. Et jusqu'à présent, je vais vous donner un exemple concret, par rapport au Covid qui nous touche, il n'y a même pas 15 jours, le conseil régional, par son président et le conseil départemental, ont préconisé le report de la rentrée scolaire. Eh bien, c'était juste une préconisation. Ils devaient attendre l'autorisation de madame la rectrice et de monsieur le préfet, qui ont botté en touche jusqu'à ce que le gouvernement décide effectivement de reporter la rentrée scolaire. Nous n'avons même pas la capacité
de reporter une rentrée scolaire dans ce pays. Donc, on n'a aucun homme politique aujourd'hui qui a une statut d'État. Nous n'avons aucune capacité de décider pour ce qui est fondamental dans notre pays. Et donc, comment allons-nous, comme ça, arriver à l'indépendance? Est-ce que ce n'est pas mieux de prévoir l'autonomie? A-t-il une différence entre l'autonomie et l'indépendance pour vous? Elle est fondamentale. L'autonomie, c'est la cohabitation entre effectivement un gouvernement guadeloupéen et puis le gouvernement français. Mais étant donné qu'il y a tellement de Guadeloupéens, on va dire en hexagone, est-ce que ce n'est pas l'autonomie l'avenir? Alors, écoutez, l'avenir nous le dira. L'autonomie peut être une étape vers l'indépendance. Mais l'autonomie nous rattache toujours à la France. Je pense qu'il faut décoloniser les esprits et comprendre que nous ne sommes pas condamnés à être toujours sous la tutelle des Français. Est-ce que vous pensez que vous êtes incapable, vous, demain, d'être Premier ministre de la Guadeloupe? C'est ça ma question. Je vous renvoie la question. J'estime que les hommes et les femmes de ce pays ont toutes les capacités qu'il faut pour diriger leur pays. Même si aujourd'hui les apparences sont un petit peu particulières, j'évoque ici Mandela que j'ai rencontré en 1995, parce que j'ai eu l'occasion de le rencontrer à Sainte-Lucie, en tête-à-tête avec Gaucé Malsa. Il nous a reçus parce qu'il savait que nous, on se battait pour l'indépendance. Il nous a dit la chose suivante: ne désespérez jamais de votre cause. Et Mandela, je le cite encore, il a dit autre chose qui nous a inspirés, à savoir que même si le chemin pour la liberté paraît étroit, eh bien, je suis le maître de mon destin et je suis également le capitaine de mon âme. Ce sont ces paroles fortes qui doivent nous faire comprendre que nul ne peut être mieux à même de décider que nous-mêmes. Voici un petit peu ma philosophie. Mais ma question reste encore, même quand il a fallu voter l'évolution institutionnelle, les Guadeloupéens n'avaient pas l'air d'être d'accord. Alors, c'est sûr qu'il y a un phénomène d'aliénation. L'assimilation de 1946 a fait que beaucoup de personnes ont pensé... Donc, nous sommes encore un peuple aliéné. Absolument, je le reconnais. Écoutez, nous avons subi ce qu'on appelle la loi d'assimilation. On dit la loi de départementation, mais la loi d'assignation. Donc, il y a eu tout un processus. La machine étatique s'est mise en route. Mais pourtant, cette loi a été acceptée et mise en place par Aimé Césaire. Ce n'est pas mis en place par Aimé Césaire, c'était demandé par accepté, demandé. Mais oui, on se retrouve au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est comme si nous demandions, les élus de l'époque, une sorte de récompense pour l'engagement donc, des Guadeloupéens, des Martiniquais et Guyanais qui ont donné leur vie pour la France. C'est un petit peu ça, dans des guerres qui n'étaient pas les siennes. Voilà. Donc, ce n'est pas une décolonisation, c'est une, effectivement, départementalisation. C'était surtout pour la France le moyen de retirer nos pays de la liste des pays à décoloniser. Du coup, nous ne pouvons même pas aujourd'hui dire que nous sommes effectivement éligibles à ça, dans la mesure où on nous a rendu département. Donc, c'était aussi un subterfuge. Ceci étant, c'est vrai que nous sommes sortis de l'état de colonie à l'état de département. Donc, beaucoup d'avantages sociaux, beaucoup de construction de routes, d'écoles, etc. Et on a cru que c'était donc un bienfait. Et on a pensé, comme certains le pensent aujourd'hui, notamment Serge Romana et d'autres, que nous sommes passés du stade de la reconnaissance de l'esclavage comme crime à l'état maintenant de réconciliation. Or, nous sommes de ceux qui disons, il y a plusieurs étapes. D'abord, reconnaissance du crime d'esclavage, réparation matérielle, financière et politique, et réconciliation. Voilà. Donc, mais il y a quand même une évolution, parce que si vous devez observer les dernières élections régionales, aucun des candidats n'a parlé de statu quo. Donc, ils évoquent maintenant de la domiciliation du pouvoir, l'autonomie. Donc, il y a un mûrissement qui se fait. Ce qui est certain, c'est qu'on ne pourra pas retourner en arrière et dire que nous voulons rester dans le statu quo français. Et de toute façon, concernant la crise du Covid, les Guadeloupéens qui observent ce qui se passe dans le monde ont bien vu que nous avons eu beaucoup de cafouillage, parce qu'il nous a fallu quelque part suivre ce qui était décidé en France pour nous. Ils ont comparé par rapport à nos voisins qui avaient une gestion, je dirais, autonome, indépendante, et qui ont beaucoup mieux géré que nous, entre guillemets, le Covid, beaucoup moins de morts et beaucoup mieux, je dirais, de mieux-être au quotidien par rapport à cette crise. Donc, voici un exemple parmi d'autres qui prouve qu'il vaut mieux décider soi-même, qu'il vaut mieux être grand chez soi que petit chez les autres. Tout à l'heure, vous avez cité Serge Romana en disant que voilà, Serge Romana est passé de la reconnaissance de l'esclavage directement à la réconciliation, alors qu'il n'y a pas eu de dédommagement. Exact. Mais la loi qui reconnaît l'esclavage comme crime de l'humanité a été initiée, portée par Madame Taubira. Oui.
Mais l'article 5 de cette loi a été escamoté. L'article 5 parlait de réparation. Et c'est seulement lorsque les députés et sénateurs ont obtenu le retrait de cet article 5 qu'ils ont voté la loi. Mais moi, puisqu'on parle de loi... des députés venant aussi bien de la Guadeloupe et la Martinique. Certes, mais ils sont ultra minoritaires au niveau de l'Assemblée française. Ce qu'il faut retenir. Pour moi, donc cette loi est vide. C'est une loi qui est vide, malheureusement. Elle nous a fait plaisir au départ. On a pensé qu'elle était porteuse, effectivement, de réparation, de reconnaissance. Mais non, ça n'a pas été le cas, malheureusement. Puisqu'on dit aujourd'hui que c'est une loi mémorielle. Hein? Donc c'est juste pour se souvenir. Si on peut dire ça. La loi qui nous importe aujourd'hui, c'est la loi du 30 avril 1849, qui est prise, je dirais, pratiquement un an après la loi du 27 avril 1848, la loi, effectivement, qui abolit l'esclavage. Mais cette loi du 30 avril 1849, elle dédommage et indemnise les propriétaires d'hommes et de femmes réduits d'esclavage. Donc il y a des millions, l'équivalent de milliards aujourd'hui, qui sont donnés aux anciens esclavagistes. Comment, à cette époque, on a dédommagé ceux, effectivement, qui ont profité du sang, des larmes et de la sueur de nos ancêtres, il n'y a pas eu une seule démarche en réparation, en direction de ceux qui ont créé cette richesse. Et je reconnais qu'il y a eu un débat avec Schellcher à l'époque, mais dans sa grande majorité, eh bien, la représentation française a décidé d'indemniser uniquement ceux qui étaient propriétaires d'hommes et de femmes réduits d'esclavage. Donc, par rapport à cette loi, nous pouvons effectivement dire qu'il y a une injustice qui a été vécue par nous, par les nôtres. Et nous sommes en droit de demander réparation, même s'il n'y a pas eu cette loi. Mais je dis qu'il y a quand même un fondement juridique qui nous permet de dire ce n'est pas normal. Nous sommes victimes d'une des plus grandes abominations qui ait lieu sur la terre. Nous devons, dans ce cas, demander et exiger justice. Alors, ce n'est pas, je précise, quand on parle de réparation, il ne s'agit pas de réparation à titre individuel. Nous parlons de réparation globale. Parce que nos pays, qu'ils soient effectivement du côté de l'Afrique ou du côté des Amériques, des deux bords de l'Atlantique, ont été, je dirais, ponctionnés de leur richesse humaine, de leur richesse du sous-sol et du sol, et qu'il importe effectivement qu'il y ait une réparation qui nous permette de lancer des plans pluriannuels de développement économique et social. Et nous n'avons pas cet argent. Monsieur Luc Renet, vous publiez le 21 octobre 2020 une lettre ouverte à la jeunesse et dès la publication de cette lettre, vous êtes convoqué à la gendarmerie. Alors, ce n'est pas tout de suite, mais c'est quelques semaines après. Pour incitation à la haine raciale, à la violence, etc. Bon, ces Français me font rigoler. Quand ces Français, les juges, les préfets, dont je ne reconnais pas la légitimité. Et je rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, que dans leurs tribunaux, j'ai eu à déchirer cette carte d'identité qui n'était pas la mienne et envoyer à la figure des juges. Donc c'est pour dire que je ne me considère pas comme Français et que la France n'est pas mon pays. Mais pourtant, vous êtes convoqué par la gendarmerie française, par le préfet français, enfin Je suis convoqué par la puissance de tutelle, comme les résistants français, où il peut être convoqué lorsque la France était occupée par l'Allemagne, effectivement par les nazis. Tout à fait pareil. Mais ce sont des étrangers qui occupent mon pays. Alors, c'est vrai que cette lettre a eu un retentissement très fort, bien au-delà de la Guadeloupe, et j'en suis bien content. D'ailleurs, le fait que j'ai été convoqué par ce procureur a démultiplié, je dirais, la portée de cette lettre. À 70 ans, je tenais, moi, à rappeler à cette jeunesse guadeloupéenne, martiniquaise, guyanaise, etc., que nous étions descendants d'hommes et de femmes qui s'étaient battus les armes à la main pour leur liberté. Et le 21 octobre, c'était par référence au 21 octobre 1801, date à laquelle l'une des figures héroïques de notre pays, Ignace, eh bien, soulève effectivement les soldats guadeloupéens contre les soldats français et arrête, je dirais, Lacrosse, qui est le gouverneur de la Guadeloupe, qui est gouverneur représentant la France, et le met en prison. Et quelques jours après, il va y avoir la mise en place, le 24 octobre 1801, du premier gouvernement guadeloupéen qui va durer jusqu'en mai 1802, pendant 7 mois. C'est pour dire que nous avons une histoire, quand même, durant laquelle nous avons dirigé notre pays. Même si après, effectivement, il y a eu l'envoi des troupes par Napoléon, troupes dirigées par lui, je pense, qui venaient rétablir l'ordre de l'esclavage et qui a donné lieu aux plus belles pages de notre histoire, avec effectivement la mort d'Ignace le 25 mai 1802 à Matouba, à Bainbridge, et puis la mort d'Elgrès 3 jours après, le 28 mai à Matouba, où 350 Guadeloupéens ont préféré se faire sauter au Matouba plutôt que de retourner à l'esclavage et donc sous la coupe des Français. Nous sommes, si vous voulez, je le dis, c'est important, en droite filiation avec ces hommes. Et le message que nous a légué Delgrès avant de mourir, il a dit « Nous allons mourir, mais nos noms survivront sur l'océan des âges, et d'autres que nous viendront qui, plus heureux, conquéreront, eux, cette liberté
que nous n'avons fait qu'entrevoir. Nous sommes cela. Nous sommes cela. Pourquoi, Monsieur Rennette, notre pays, la France, qui est... Votre pays, oui. C'est pas votre pays. Pas du tout. Pas Alors, du tout. pourquoi mon La pays, France. la France, Oui. qui prône la liberté d'expression pour tous, puisque la liberté d'expression est chevillée au corps de la France, voilà, Bon. sur les frontons des villes, enfin, c'est quelque chose qu'on revendique avec beaucoup de ferveur. Pourquoi, quand vous publiez cette lettre à la jeunesse, vous êtes targué d'incitation à la haine, alors que la liberté d'expression est quelque chose de très important pour la France, mon pays? Enfin, bon, ça vous fait rire. Bon, disons plus sérieusement. Lorsque la France écrit liberté, égalité, fraternité, elle ne s'adresse qu'aux Français, donc qu'aux Blancs. Pour eux, les Français, c'est des Blancs. Bon, d'ailleurs, Mais pourtant, la Guadeloupe n'est pas composée Non, non, mais c'est autre chose. d'afro-descendants. Non, c'est sûr, la Guadeloupe est composée de plusieurs ethnies, et je le reconnais, ce n'est pas là le problème. Mais lorsque les Français écrivent liberté, égalité, fraternité, ils pensent qu'à eux. D'ailleurs, lorsque le 4 février 1794, la Convention, suite au combat mené par nos frères haïtiens, décrète l'abolition le 4 février, Danton, qui était donc là parmi effectivement les représentants français à la Convention, il dit il faut reconnaître que lorsque nous avons rédigé la déclaration de l'homme et du citoyen, nous avions oublié les Noirs. C'est ça la révélation, c'est qu'ils ne pensent qu'aux Blancs, qu'à eux. Les Noirs étant considérés comme étant une sous-race humaine. C'est ça la réalité. Donc vous pensez que jusqu'à présent... Jusqu'à présent. Écoutez, mon père était directeur d'école. Et mon père, jusqu'à sa mort, ne connaissait pas tout, effectivement, de Jules Ferry. Jules Ferry, chez nous, représentait celui qui a amené l'école laïque et gratuite pour tous, y compris les plus malheureux. Donc, il était pratiquement déifié. Mais c'est qu'il ne savait pas, on l'a su récemment, en tout cas chez nous, que ce même Jules Ferry, en juillet 1885, il déclare à l'Assemblée, messieurs, soyez conscients que nous constituons la race supérieure et qu'il y a des races inférieures, comme les Africains, sur lesquelles nous avons des droits. Oui, mais ça, c'était à l'époque. Ah non, 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 je ne suis pas d'accord. C'était à l'époque. Mais non, ne soyons pas naïfs. Ce qu'a dit Jules Ferry à l'époque, ce sont les propos de suprématistes blancs. Donc ce n'est pas l'époque. On nous Donc parle vous également... pensez je que parle la de liberté Schellcher. d'expression n'est pas pour nous? Pas du tout. Schellcher, eh bien, on nous a appris que Schellcher, c'est lui qui nous avait libéré de l'esclavage. Eh bien, ce même Schellcher, en 1833, dans un document que vous allez retrouver sur Internet, qui s'appelle « De la législation coloniale et donc de l'esclavage des Noirs », il dit textuellement que les Noirs ne sont pas prêts pour la liberté et qu'il faut conserver le fouet dans les habitations sans lesquelles les maîtres ne peuvent pas se faire respecter. Alors moi, naïvement, comme un Tébé, comme chez nous, je vais adorer, idolâtrer Schellcher. Je dis c'est un salopard, point final. Merci, Monsieur Luc Rennette, C'est d'avoir dommage, accepté... terminé, mais voilà. Merci d'avoir accepté l'invitation dans l'écrin politique. Merci. Merci d'avoir suivi l'écrin politique. Je tiens à remercier la boutique Les Créateurs qui se trouve à Grand Camp, aux Abîmes, en Guadeloupe. Vous pouvez retrouver l'écrin politique sur tous les réseaux sociaux, sur YouTube, et vous pouvez repartager. À très vite. Au revoir.